10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Alors ils ont toujours notre attention, mais peut-être encore un petit peu plus cette saison. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que 10 heures plus tard, ce lundi il a commencé tôt ici, 10 heures plus tard, vous le savez, c'est l'heure du récap. On est lundi, donc gros récap du week-end et il s'est passé un million de choses ce week-end. Le Real Madrid de Kylian Mbappé, auteur du premier triplé de son histoire madrilène, ils ont encore été dans la lumière, comme le Barça du Phoenix Rafinha, comme le Barça, les hommes d'Hansi Flick qui en ont passé 7 à Valence. Et bien sûr, c'était contre les deux lanternes rouges de Liga, on va nuancer tout ça. Mais la question de savoir qui entre les deux, Barça ou Real, fera la meilleure saison, ira plus haut cette saison, je trouve qu'elle est passionnante parce que, en vrai, c'est pas facile d'y répondre. Ça se joue sur tellement de tableaux différents. Et de l'autre côté, je pense que c'est une question assez importante aussi. Une question footballistique, à quel point est-ce qu'elle peut être véritablement importante. Pour nous, je trouve qu'elle est importante parce qu'on est sur un moment un petit peu pivot de l'ère moderne de ces deux clubs. Et il y a un vrai duel à distance qui est pas facile à lire. Donc, bref. Très content de vous parler de ça aujourd'hui. Bien sûr, on va raconter tout ce qui s'est passé sur les autres pelouses des 5 championnats majeurs. On parlera du Bournemouth d'Antoine Semenyo, le Napoli contre la Juve, ce City de Pep contre Chelsea, et un petit tour par la Ligue 1 aussi. Il y a un million de choses à raconter. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous allez passer une bonne vidéo. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Installez-vous bien, prenez un petit truc chaud à boire, prenez votre dîner. Et on va passer un petit moment ensemble. Avant de parler des mousquetaires, ça arrivera à la toute fin, et c'est des mousquetaires hyper hipster. Je préfère prévenir, je crois que ça va être cool aussi. Alors, c'est plus le Barça de Flick, c'est vraiment devenu le Barça de David Fincher. 7 buts passés à Valence, pour un Barça qui avait pas mal fait tourner en plus. Sur les positions axiales, par exemple, Frenkie de Jong, au milieu, Pedri reposé, on avait Eric Garcia dans la charnière centrale, Fermin Lopez, Lewandowski aussi qui avait démarré sur le banc, c'était Ferran Torres en pointe. Ça a beaucoup bougé, aucun problème pourtant face à un très faible Valence, faut le dire. Le Barça menait 3-0 au bout de 13 minutes de jeu. Encore le Phoenix Rafinha, l'oiseau de feu qui brûle la profondeur, même la semi-profondeur d'une ligne très vulnérable. Mamardashvili sort à sa rencontre, je crois qu'il a déjà hâte d'aller à Liverpool en fait, et était en train de faire le chemin vers la Merseille, mais il se fait battre du coup, crochet extérieur, Rafinha fini, 3-0 comme on a dit. Au bout de 13 minutes, il y avait même 4-0 au bout de 23 minutes, Fermin dans la profondeur, encore cette profondeur où le Barça sait faire très mal, et il a ça dans ses qualités. 5-0 très vite, le premier but, il est venu de le super pouvoir de Lamine Yamal qu'on connaît, le petit ballon par-dessus, il faut dire un bon appel de Frenkie de Jong aussi, genre l'appel Thomas Müller là, pour aller battre Mamardashvili au bout de 3 minutes. Ça fait 5-0 parce que le Barça a juste tellement de qualité d'exploitation de l'axe. Cette passe d'Eric Garcia, Ferran Torres, Lamine Yamal qui vient depuis l'aile droite, qui rentre, qui transmet encore un super ballon pour Rafinha, qui, comme on disait dans la vidéo avec Stan l'autre jour, en Liga, il sous-performe un peu ses XG, pas encore parfaitement létal tueur, mais heureusement, Fermin a suivi. 2 buts et 2 passes D pour Fermin Lopez, qui a fait un top match, qui en a aussi donné une à Lewandowski. Chesney, un peu heureux parce que dans la foulée de ses précédentes rencontres, il aurait pu coûter un penalty au Barça. La VAR le sauve un petit peu. Mais Fermin, comme on a dit, petit ballon pour Lewandowski. Lewandowski qui finit très bien en sortie de banc. Un véritable récital pour les hommes d'Hansi Flick, qui redeviennent la meilleure attaque d'Europe. 59 buts marqués sur leur match de championnat. C'est un de plus que le Bayern désormais, avec 2 matchs joués en plus. Mais ils retrouvent leur fauteuil. Et ce Barça a donc marqué 5 buts ou plus sur 4 de ces 5 dernières rencontres. Il y a juste les bandits de Getafe qui les ont tenus en échec, mais sinon 7-1 Valence, 5-4 Benfica bien sûr, 5-1 contre le Betis en Coupe du Roi, et 5-2 contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Moi je trouve la force de ce Barça de Flick, c'est que même sans Pedri, on l'a vu dans ce match, ils sont toujours aussi forts techniquement dans les petits espaces, dans les transmissions, l'ouverture d'espace intérieur, tout ce qui fait, on va dire, la force caractéristique et l'identité de l'ADN de ce Barça. La preuve aussi par Eric Garcia, Koubarsi, très impliqué dans les passes tranchantes. Eric Garcia impliqué dans beaucoup de buts. Koubarsi qui a envoyé un ballon spectaculaire par-dessus. L'utilisation de cette verticalité par le Barça, c'est la force qu'on connaît, la nouvelle force d'Hansi Flick. Mais ils ont toujours cette force aussi dans le jeu de combinaison intérieur,
dans des tempos un petit peu plus lents, un petit peu plus contrôlés. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir les deux et ça me fait un petit peu penser, sans qu'on puisse dire qu'il y ait une énorme recrue qui soit arrivée qui ait changé la dynamique. Ça me fait un petit peu penser quand City ajoute Haaland début de saison 22-23. Ils ont toujours cette force de contrôle, ils sont toujours le rouleau compresseur du tempo, etc. Mais maintenant, ils ont quelque chose d'hyper menaçant dans la verticalité, dans la profondeur. Et du coup, ils peuvent attaquer sur vraiment toute la verticalité du terrain. Ils sont menaçants sur tous les tempos possibles. Et c'est un petit peu ce que je vois avec ce Barça fliquin. Cette passe de Koubarsi, par exemple, dans le dos de la ligne, elle est magnifique. Et ça parle à la fois sur la qualité de pied qu'ont les centraux. On l'a vu avec Eric Garcia, le jeu sur cette axialité surchargée. Quand tu surcharges le milieu de terrain avec toute cette qualité dans les petits espaces. Mais en plus, tu n'es plus obligé de jouer que sur cette parcelle de terrain. Tu peux à tout moment menacer dans le dos de la ligne. Et ce Barça qui a ajouté ça, qui peut fondre comme un rapace dans le dos d'une ligne un petit peu trop haute. Ah, c'est ça qui rend ce Barça absolument phénoménal. En plus de ça, je trouve qu'il y a un buy-in, comme on dit, une adhésion totale entre des joueurs envers Hansi Flick. Quand je vois Gavi, par exemple, qui laisse du temps de jeu à Pablo Torre, une quinzaine de minutes sur la fin, il dit non, fais entrer plutôt Pablo. Et tout le monde adhère au discours du coach. Flick au Barça, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça marche très très bien. Mais alors du coup, comment ça se fait qu'il y ait 7 points de retard entre le Barça et le Real, 7 points de retard au classement, que le Real Madrid continue de planer en tête de la Liga. Ce Real justement de Kylian Mbappé, on y vient, qui se présentait sans Vinicius contre Valladolid, c'était Rodrigo à gauche, Vinicius suspendu, Brahim Diaz à droite, Bellingham en soutien de Kylian Mbappé, donc auteur d'un triplé. Pour autant, ce Valladolid lanterne rouge là, pendant un petit moment, il menace un peu le Real quand même. Même contre Valladolid, on voit à quel point ce Real peut être un petit peu déséquilibré, facile à pénétrer, comme sur cette passe intérieure. Et au bout, c'est un corner gagné et c'est un énorme arrêt de Courtois. Ça, c'est au bout de 2 minutes de jeu. Franchement, Valladolid aurait pu ouvrir le score, limite là-dessus. Et sur les transitions, cette perte de balle de Jude, derrière Tchouaméni aussi un petit peu bousculé au duel, on a vu que le Real pouvait souffrir sur ces phases-là. Ils s'en sortent par la lumière de leurs contributeurs, par la qualité de combinaison. Dans le dernier tiers, Jude, Mbappé, Jude, magnifique petit ballon, et il finit 1-0 pour Kylian. Le 2-0 aussi sur cette course de Rodrigo, il fait le dédoublement extérieur, et il va les finir poteau opposé. À la base de ça, quand même, faut dire, Valverde-Ceballos, la plateforme centrale là, que ce soit Valverde qui intercepte, magnifique, et Ceballos, 2 passes tranchantes ensuite pour aller lancer la transition. Ce Real Madrid bénéficie de la qualité de ce tandem. Parfois, ce Real est très très déséquilibré, mais les deux là, quand ils sont chauds, sont capables de gratter pas mal de ballons et ensuite de bien lancer la transition comme ils l'ont fait là. Ça, c'est le Real dans sa meilleure version, je dirais. Et après, il l'emporte 3-0 sur un penalty, fin de match. 20e triplé de la carrière de Mbappé. Son premier avec le Real Madrid. Et un Real qui enchaîne une 4e victoire consécutive en championnat, qui conforte donc son fauteuil de leader, comme l'Atlético Madrid a fait nul ce week-end contre Villarreal, après qu'un seul point sur 6 possible sur les 2 derniers matchs, après beaucoup de victoires d'affilée. Ouais, le Real est pas mal. Ça fait 15 buts pour Mbappé en Liga, déjà. C'est pas assez pour être numéro 1, parce que Lewandowski est numéro 1, et même Rafinha est juste derrière avec 12 pions. On a donc les 3 meilleurs buteurs de Liga qui sont Barça, Real, Barça. C'est assez différent de ce qui se passait l'année dernière avec Dovbyk de Girona et Sorloth de Villarreal. Ça a un peu changé. Côté Real Madrid, ce qu'on peut signaler aussi, Raúl Asensio qui joue à la place de Lucas Vázquez. Est-ce que c'est une solution durable à droite ? Quand il est sorti vers genre la 70e minute de jeu, un truc comme ça, c'est Valverde qui a décalé à droite, Tchouaméni qui est devenu milieu défensif et Alaba qui est rentré à la place de Tchouaméni en défense centrale. Donc il y a pas mal de permutations possibles. J'ai vu qu'Ancelotti a dit que David Alaba était assez proche de sa première titularisation. Qu'Asensio fait du bon travail pour nous, mais il n'est pas tellement habitué à jouer en tant que latéral, même s'il a montré qu'il est un joueur rapide et prudent, il a fait un bon match, etc. Donc je pense que la question de qui est-ce que tu mets à la place de Lucas Vázquez, qui, moi j'aime bien sur le papier, mais sur les derniers matchs défensivement, j'aime bien ce qu'il apporte offensivement. Défensivement, on a montré depuis plusieurs mois, avec beaucoup d'images, que c'est un petit peu compliqué, qu'il est fautif, à la fois couverture de la profondeur, la ligne du hors-jeu, le second poteau, etc. Je pense effectivement dans les grands matchs, Lucas Vázquez n'a pas sa place, et donc il faut trouver quelque chose de différent. J'ai vu aussi que comme contre Las Palmas, le petit Lorenzo Aguado de la Castilla
a joué quelques toutes petites minutes à la fin. C'est un défenseur droit. Mais c'est juste la preuve. Je pense pas qu'il va jouer à des minutes conséquentes, importantes cette saison. Mais bon, tester juste pour voir s'il peut être un backup de backup, si jamais il y a des problèmes de blessure, j'imagine. Ça montre simplement qu'Ancelotti est en train de réfléchir à des options pour faire face aux problèmes, entre guillemets, défensifs de Lucas Vazquez. Sinon, ce que je dirais sur cette rencontre, la confirmation peut-être que le gladiateur Jude, là, il a un petit peu changé de rôle par rapport à la saison passée, on le savait. Il est plus bas, plus à la création. Dans ce rôle de pivot, là, souvent dans le D, là, autour de la surface, pour appuyer un petit peu la planche de basket sur laquelle tu fais rebondir le ballon, hop, pour servir Mbappé là-dessus. Il est déjà, du coup, grâce à ce service, à 6 passes décisives en Liga, certains mettent 7. C'est déjà autant, en tout cas, si on considère les 6 de Transfermarkt, c'est déjà autant que les 6 de toute la saison dernière, avec 900 minutes de plus sur la saison dernière en Liga. Toute compétition confondue, il est à 9 buts, 10 passes D. La saison dernière, il avait fini à 23 plus 11. Donc ouais, beaucoup moins buteur, beaucoup plus passeur. Et c'est ça, c'est le nouveau gladiateur. Enfin, je dirais sur les dernières observations sur ce match, il y a un classico de Liga en J35, 11 mai. Mais est-ce qu'il sera encore important ? Comme on a dit, 7 points d'écart désormais entre les deux. La Liga, ça semble être pour le Real Madrid cette saison. Le Barça, certes, a pris la Supercopa et devant dans les affrontements directs. Il reste la Champions, où là aussi le Barça a un petit avantage. Déjà, il va se qualifier sans doute à la 2e place sur 36 de cette phase de Ligue. Le Real Madrid aura bataillé et souffert un petit peu jusqu'au bout, même s'ils vont le faire. Le truc, c'est qu'avec 26 équipes en lice, c'est quoi la probabilité que ne serait-ce qu'un des deux la gagne ? Est-ce que ça va permettre de départager les deux à la fin ? Par exemple, les bookmakers les mettent au coude à coude pour la victoire finale. 3e favori ex-aequo. Liverpool, premier favori à 5. Ensuite, Arsenal, même 2e favori ex-aequo, parce que 3 équipes à 7 de cote. Arsenal, le Barça et le Real Madrid. Je ne sais pas si je suis pleinement d'accord avec ces cotes, mais en tout cas, ça c'est l'idée. Et juste pour dire, ils sont au coude à coude aussi sur cette compétition. Moi, le truc qui m'intéresse bien, c'est la Copa del Rey, qui pourrait être un decider un petit peu sur cette question de qui fera la meilleure saison. Ça pourrait trancher un petit peu, notamment parce que si le Real Madrid l'emporte semaine pro contre Leganés et que le Barça refait le taf contre Valence, il pourrait y avoir un classico sur une manche aller-retour en demi-finale, ou même, imaginons, en finale. Une opportunité donc pour le Real Madrid de se venger, ou pour le Barça d'affirmer, d'approfondir encore sa supériorité dans les affrontements directs. Franchement, cette Copa del Rey, elle peut être très, très, très intéressante. Et bon, donc ça, on le saura dans 10 jours. Même avant ça, le Real Madrid a de l'adversité en face. Je ne parle pas de l'ogre brestois, mais simplement de l'Atlético Madrid. C'est juste après le match contre les Leganés en Coupe du Roi, mais c'est pas ce samedi d'après. Premier contre deuxième, donc en Liga. Tout ça pour dire, ouais, le Real, j'ai encore des doutes sur leur qualité dans les grands matchs, sur à quel point cet équilibre peut tenir, même des doutes assez sérieux, je dois dire. Comme j'avais pronostiqué le Barça vainqueur du dernier Classico, je trouve le Barça au-dessus. Mais il y a une équipe qui a 7 points d'avance sur l'autre, et c'est pas le Barça. Donc ouais, juste une situation hyper intéressante en Liga. Et ce mano à mano, même s'il sera peut-être de plus en plus à distance, il va être fascinant, et notamment en Champions, où le Barça pour moi est devant sur la qualité de jeu et la qualité face au gros. Mais le Real en Champions, c'est le Real. Donc ouais, juste méga intéressant ce choc entre les deux, entre deux équipes qui sont en train de vivre une certaine mutation niveau effectif, projet, etc. Ouais, très intéressant. Bellingham, comme on a dit, dans un rôle de plus en plus créateur qui provoque aussi un penalty sur cette rencontre. Ok, voilà pour notre Classico. On passe à l'Angleterre. Et d'abord, c'est pas le Japon, mais oui, une forêt de cerisiers. C'était le focus du week-end dernier. Leur saison est unique. Je les avais vus contre Chelsea. On parlait de leur match contre Newcastle que j'avais vu aussi à St. James Park. Les Cherries, ils étaient contre Forest, une des autres magnifiques surprises de cette magnifique Première Ligue. Et la forêt a brûlé. Les Cherries n'en ont fait qu'une bouchée. 5-0 pour Bournemouth contre Forest. On avait parlé avec Stan en fin de semaine dans cette vidéo. Les MIP de la saison, on avait mentionné Semenyo, Kluivert. Et Kluivert qui marque le but du 1-0 au bout d'une transition qu'il mène et qu'il finit avec une frappe splendide extérieure de surface.
où il prend Matsels à contre-pied, il l'envoie dans le Mordor. Un petit peu comme le but qu'il avait marqué contre Newcastle l'autre jour, contre Dubravka, magnifique. Et un petit peu comme ce but-là, encore un très très gros rôle de Milos Kerkez. Ça, c'était le but de le Kerkez, le 4-1 contre Newcastle. Mais ce week-end-là, le but de l'ouverture du score, cet énorme taf de Kerkez qui est capable de sprint extraordinaire en transition. Même s'il n'est pas servi, son travail pour compresser la ligne de Forest, écraser cette transition défensive et faire l'essuie-glace comme ça pour Kluivert, il monopolise notamment l'attention d'Ola Aina, qui recule, jusqu'à ce que Kluivert ait quasiment 5 mètres de distance pour pouvoir dégainer extérieur de surface. C'est comme ça que tu rends ces frappes à 0,04 XG, la frappe d'extérieur de surface. C'est comme ça que tu leur donnes beaucoup, beaucoup plus de mordant et de potentiel, en ayant la qualité de pied de Kluivert, mais aussi parce que le taf de Kerkez lui a ouvert énormément d'espace pour aller dégainer. Donc ça, pour moi, c'était à noter. Magnifique finition. Sur le 2-0, il y a encore Kerkez qui est impliqué. Bon ballon, Kluivert, magnifique. Encore un petit geste lumière, le ballon par-dessus. Pour Dango Ouattara, qui a planté un triplé sur ce match, qui a été méga chaud. Kluivert, il a lancé cette transition. C'est une transition qui m'intéresse, ça montre la qualité de Bournemouth sur ses phases de jeu, mais aussi parce que derrière, la frappe de Semenyo, elle est repoussée par Sels. Derrière, il y a 4 récupérations de balles successives, consécutives. Ils sont tellement agressifs sur la contre-pression. Forest, les pauvres, ils ne savaient plus où ils habitaient. Et au bout de ces 4 récupérations consécutives, Kluivert appuie sur Ouattara, marque un but phénoménal. Malheureusement, il est refusé pour un léger hors-jeu, mais ce 1-2 en pleine surface là, après avoir vraiment totalement vaporisé Forest, c'était magnifique. Ils ont continué à être très forts sur la bataille de l'entrejeu aussi. Tyler Adams qui surgit ici, récupération haute. C'est Ouattara qui est lancé dans la profondeur. Un truc que j'aime bien, c'est Ouattara va aller finir seul. Il aurait pu servir Kluivert ici, qui demande. Franchement, c'était le jeu. Et c'est pas grave, même si Ouattara l'a ignoré, il célèbre pas pour de faux Kluivert. Il se jette sur lui, c'est là que je vois une équipe qui vit bien aussi. On va comparer à un mousquetaire dont on va discuter dans quelques minutes. La célébration, elle est kiffante. Il est allé finir seul en solo, c'est pas grave. On célèbre quand même. Andoni Iraola peut sourire parce qu'il a vraiment imprimé quelque chose dans cette équipe. Ouattara va aller planter son triplé sur ce ballon relâché par Sels, qui dommage faisait une bonne saison. Fait encore une bonne saison, mais là a été fautif sur ce but. Et Semenyo conclut dans le temps additionnel 5-0 donc pour Bournemouth sur une frappe côté opposé. La Manita est au classement. Bournemouth est 7ème, enchaîne un 12e match d'affilée sans défaite. Ça coïncide aussi avec l'entrée de Dean Huijsen dans le 11, que j'adore. J'en ai parlé l'autre jour. Magnifique joueur. Et c'est depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est rentré dans le 11, Bournemouth est sur 11 matchs consécutifs en Première Ligue sans défaite. Avec 8 clean sheets, je crois, dans le lot. Magnifique. Pour un Bournemouth, on en avait parlé le week-end dernier, mais pour un Bournemouth qui est en train de vivre la saison, la première sans Dominique Solanke, l'ère sans Solanke, pour un Bournemouth dont la recrue phare la plus chère de son histoire, Evan Nilsson, 37 millions, s'est blessé, il est out fin de saison. Enes Onyal aussi s'est refait les croisés, il est out. Sinistera est out. Adam Smith, le capitaine, normalement, est out. Ils ont tellement de blessés qu'ils ont encore fait que 3 changements. Dans un match pourtant qui gagnait 5-0, ils ont encore fait que 3 changements. Tavernier, Jebison, Silcott, Duberry. Mais ils jouent avec plein de joueurs jeunes, amateurs, sur leur banc. Je vois par exemple des joueurs Benjamin George Winterburn, Maxwell Kinsley Wellings, Rémi Rhys-Dotin, Daniel Adouadiel. C'est quoi ces noms? C'est des joueurs qui sont pas pros encore, en tout cas pour la plupart. Donc ouais, incroyable ce Bournemouth qui malgré tout ça va aller taper l'équipe qui est sur le podium de Premier League 5-0. Ce Bournemouth là qui a jamais fait mieux que 9ème dans son histoire et donc 7ème mais à 1 point du top 4, à 1 point de City. Et si on regarde les expected points, ils pourraient même être plus hauts. Ils ont le 3e meilleur total d'expected points du championnat. Incroyable. Ils n'ont jamais fini mieux que 9ème et pourtant ils ont 6 points d'avance sur Brighton qui est 9ème et une meilleure différence de but. Et il faut qu'ils regardent devant, hein, clairement. Et objectif peut-être Champions pour Bournemouth, est-ce que c'est raisonnable? Mais la 5ème place pourrait qualifier pour la Champions League en Première Ligue cette saison. Donc ouais, juste ils sont dingues.
Et si vous voulez un petit peu plus de matière sur les hommes d'Andoni Iraola, l'analyse que j'ai faite week-end dernier, lundi dernier, si vous voulez entendre parler de l'importance de Ryan Christie par exemple, tout ce qu'on a fait ce week-end dernier, je pense que c'est encore assez pertinent. Donc vous pouvez aller checker si vous voulez un petit peu plus de Bournemouth. Si vous en voulez plus et en direct, et bah week-end prochain, il y a aussi match contre Liverpool. Et c'est pas en Anfield en plus. C'est du côté de Bournemouth. Donc ouais, ils peuvent peut-être continuer, je sais pas, mais Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest, on pensait pas qu'ils s'en sortiraient avec 7 points. Ils en sont là. Très très gros match sur une première ligue qui est tellement kiffante. Et alors justement, si on continue à parler un petit peu de PL, ouais, City en avait besoin. Quelques jours après avoir été totalement dominé au Parc des Princes, City retrouvait la première ligue, où ils étaient sur plutôt une bonne série récente. Et ils jouaient le Chelsea de Maresca, un Chelsea qui a faim, qui a besoin d'enclencher une nouvelle série positive. Ils avaient fait 2 changements majeurs par rapport à leur 11 au Parc des Princes. Ruben Dias était forfait et Kevin De Bruyne commençait sur le banc. Donc on avait les débuts officiels à City de 2 nouvelles recrues des derniers jours, Abdoukodir Roussanov et Omar Marmouche. Des destins contraires. Roussanov, son début est absolument catastrophique, le pauvre. Il est tellement fautif sur l'ouverture du score. Perd son duel aérien contre Jackson. Derrière, il essaye de remettre de la tête à Ederson, mais c'est calamiteux. Jackson s'en saisit, il transmet à Madueke qui finit dans le but vide. Ouais, au bout de 3 minutes, ça fait mal de commencer comme ça. Terrible image. Quelques secondes plus tard, ça passe là pour Kovacic. Elle est mal foutue. Palmer, le courant d'air Palmer intercepte et il aurait filé droit au but, mais il se fait sécher par Roussanov lui-même. Il rate son tacle, carton jaune. Au bout de 4 minutes, le gars a coûté un but, pris un jaune et aurait pu coûter un deuxième but sur une perte de balle un peu stupide. Je sais pas, 5 minutes plus tard aussi, il couvre Palmer sur cette passe-là. Donc très 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 compliqué cette passe de Chalobah. Il le couvre ici, et s'ils finissent pas mieux, Chelsea, ils auraient pu être à 2-0 là au bout de 9 minutes. Mais ouais, Roussanov, il est sorti à la 54e, catastrophique. Heureusement pour City, Chelsea aussi a fait des erreurs, genre Madueke là qui couvre le hors-jeu, ça permet à Gvardiol de finir cette action, ça finit un partout. Robert Sanchez, désastreux absolument, méga erreur là, il sort aux fraises et il se fait lober par Erling Haaland, ça c'est le but du 2-1. Et sur le 3-1 aussi, je dois dire Colwill que j'aime beaucoup, Chalobah, ils sont graillés par Haaland et par Foden. Ils sont 2, perdent leur duel, Foden termine en 1 contre 1. Ça fait 3-1 pour City, une victoire méritée. En conférence de presse, Guardiola a parlé de Roussanov. Bon, il n'a pas mâché ses mots, il a dit c'est clair, c'était un début raté, mais il va apprendre. Il est tout jeune, il a toute sa carrière encore à faire à City. Mais par contre, je ne sais pas si on le reverra titulaire de sitôt, en tout cas en première ligue. Enzo Maresca a dit un petit peu la même chose sur Robert Sanchez, mais bon, en filigrane, ce qu'on lit quand même, c'est que on continue de lui faire confiance, mais il faut qu'il fasse mieux. Sanchez qui enchaîne les erreurs. Chelsea qui continue de chuter au classement, qui est désormais 6ème. City leur repasse devant. City fait une très très belle opération. Et ouais, City maintenant, la seule chose qui les sépare de Bournemouth, c'est même pas la différence de but, parce qu'ils sont tous les deux à 15, c'est juste le nombre de buts marqués. Donc attention aux Blues qui continuent de descendre. Le Tour d'Angleterre, le classique, le reste de la Première Ligue. Bon, d'abord, si on doit parler d'équipes qui sont en grande méforme, Tottenham, c'est la chute libre. Les pauvres, encore battus. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. Ils s'écroulent en 5 minutes au retour des vestiaires. Vardy, sur une erreur de Kinski, un partout. El Khanous, frappe extérieure de surface, sublime, 2-1. Mais ça fait une seule victoire pour Tottenham en Première Ligue sur ses 11 derniers matchs. Et c'était contre Southampton. Ça fait un seul point pris contre les Wolves sur 21 possibles. Déjà 13 défaites en 23 matchs de PL cette saison. Bien sûr, Tottenham, ils ont de gros problèmes de blessures, mais Leicester à la maison, c'était un match à gagner. Donc ça sent pas bon pour Ange, qui pourrait faire ses bagages d'ici quelques jours. Bon, United regagne, ça leur fait du bien. Seulement 2 victoires pour United sur leurs 9 derniers matchs, et c'était pareil contre Southampton. Tout le monde bat Southampton, qui est lanterne rouge, et c'était contre les Rangers en Europa League. Mais voilà, il fallait que United gagne des matchs. C'est fait contre Fulham. Pourquoi pas, du coup, sur une frappe à la 78e minute de Lisandro Martinez, ok. Et pourquoi pas avec Collier, qui repousse sur sa ligne de but,
qui se fait littéralement agresser par Lisandro Martinez derrière. Ouais, il fait du bien Collier. Maintenant, c'est une période très très importante qui démarre pour Ruben Amorim. Ils ont survécu à peine, mais là, ils ont 6 matchs très très gagnables. Bien sûr, contre le Steaua Bucarest, FCSB en Europa League, mais après, c'est Palace, c'est Leicester en Cup, Tottenham, tout le monde les bat en ce moment, c'est Everton et c'est Ipswich. Sur ces 6 prochains matchs, si United veut revenir dans le coup et se mettre bien mentalement, lancer une bonne série, pour moi, il faut aussi victoire là. Au moins 5. Mais c'est un moment très très important pour cette équipe. Et pour Ruben Amorim notamment. Newcastle aussi l'a emporté. Bon, ils avaient chuté contre Bournemouth, mais avant ça, ils étaient quand même sur une série de 9 victoires d'affilée. Ce coup d'arrêt a été effacé, même s'ils avaient très très mal démarré contre Southampton. Ouverture du score de Bednarek. Derrière, le griffon Alexis Sack, il a non seulement provoqué et transformé un penalty Jorginho-esque, l'a très bien tapé, il a marqué un doublé dans la foulée sur une passe laser de Jacob Murphy. Alors là, je reconnais très très bien le bélier d'Eddie Howe, cette axialité totale, le contrôle orienté parfait d'Alexis Sack, magnifique. Et derrière, il finit en 1 contre 1. La projection de Tonali aussi sur le 3-1, ça c'est le bélier de Newcastle. Et ouais, il l'emporte. Arsenal aussi l'emporte. Ils avaient mis un 11 très très jeune avec notamment Ethan Nwaneri qui est sorti à la mi-temps, Louis Kelly qui a été exclu. Franchement, pas mérité du tout. Très très sévère son exclusion. Mais les Wolves aussi sont réduits à 10. Et au bout du bout, dans le dernier quart d'heure, à l'approche du dernier quart d'heure, Calafiori, dépassement de fonction. Ouais, but important. Salvateur, au mental, dans le money time, Arsenal arrache une victoire avec seulement 9 tirs. Mais ils avaient vraiment besoin de ces 3 points-là. Et ça leur permet de recoller un petit peu à Liverpool, de rester dans la route de Liverpool. Qui l'a aussi emporté, c'était contre Ipswich. Il n'y a pas trop de problème pour eux. Slot, après avoir fait souffler un petit peu son 11 contre Liverpool en milieu de semaine, là il a mis l'équipe type, il a mis les 11 classiques. Et ceux qui se sont distingués, c'est notamment Dominique Szoboszlai qui ouvre le score. Il n'a pas tant marqué que ça, Sobo. Seulement son 3e but en première ligue. Pour un 10 de ce 4-2-3-1, il n'a pas tant staté que ça. Mo Salah par contre, il a pas mal staté cette saison. Il marque le 2e en angle fermé. Ok, 2-0. Et Cody Gakpo, décidément, qui est en très très grande forme. Un doublé pour lui, déjà 14 buts, toute compétition, mine de rien, pour Cody. Et Liverpool, sans forcer, l'emporte 4-1. Ça fait que au classement, il reste tout en haut avec un match encore à jouer en plus contre Everton. Ils ont 6 points de plus qu'Arsenal et une meilleure différence de but. Donc ils sont très très costauds. Forest reste 3e, malgré leur défaite. Ils avaient tellement bien démarré cette saison. Et City reprend sa 4e place. Même si ça va être très très serré la bataille pour la Champions, entre Forest, entre City, entre Newcastle, entre Chelsea, entre Bournemouth, il y a 1 ou 2 places pour ces 5 là, je pense. Mais attention à Aston Villa aussi, qui perd plus, à défaut de gagner. Mais je dirais surtout, ouais, entre ces 5 là, ça va être sacrément costaud. En vrai, c'est 3 places, parce qu'il y a 3, 4 et peut-être 5. Là aussi, 2 places et demie, on va dire, en Angleterre. Ah, notre rayon de soleil italien, ouais. Au cœur de l'hiver, heureusement, on a la Serie A. Et on avait déjà Naples-Juve. Encore un très très beau week-end dans le 2e meilleur championnat du monde. Entre Thiago Motta et Antonio Conte, l'embrassade, elle était un petit peu fraîche en début de match. Parce que ce choc, il était méga important. Et ce qui m'a bien plu, titularisation de Randal Kolo Muani dès le début, magnifique. Sinon, on parlait de cette Juve, de l'astronaute Kenan Yildiz. On parlait aussi le week-end dernier d'Alex Meret, qui réalise un arrêt fantastique en début de match. Yildiz, il a battu son vis-à-vis, magnifique crochet. Et derrière, il faut que Meret revienne sur ses appuis. Il était parti, il se remet. Et quel arrêt magnifique. Yildiz peut faire peut-être un peu mieux, mais franchement, Meret, très très beau travail. Il fait une bonne saison. Et il y en a pas mal qui font une bonne saison à Naples. Ouais, Spinazzola, il est bien revenu. David Neres, j'aime bien ce que je vois. Je pensais pas que David Neres serait aussi pertinent. J'ai l'impression d'en parler chaque week-end maintenant. Il était mousquetarisé l'autre jour. Neres d'un côté, Politano de l'autre aussi. Très très intéressant. Je pensais pas que ça pourrait être aussi fonctionnel que ça l'est là depuis quelques semaines. Malgré ça, malgré toutes ces louanges, c'est quand même la Juve qui ouvre le score via Randal Kolo Muani. Premier match, premier but pour Randal. Magnifique. Comme on a dit, Spinazzola est bien revenu aussi. Zambo Anguissa, on aurait dû le citer dans les... Après, c'est plus peut-être comeback que MIP, et puis même, il avait vécu de très très beaux moments déjà avec Naples.
Donc non, on a bien fait de ne pas le citer, mais il est très fort. Et je pense qu'il peut être élu man of the match, que ce soit pas choquant sur ce match. 11 duels gagnés, record du match. Il ouvre le score sur quoi? Un centre de Politano, pied droit en plus. Magnifique tête de Zambo, 1-0 pour Naples. Politano aussi, sur cette action, la Juve est revenue un partout, mais Politano, boum, magnifique séquence collective. À la fin, c'est encore une faute en pleine surface de Manuel Locatelli sur McTominay, le rôdeur Scott. Il est là, bien sûr, toujours pour finir les actions. Il obtient le péno, il est transformé par Romelu Lukaku, qui fait un petit shoot. Ouais, j'adore Lukaku. C'est être facile de faire un shoot à la Juve quand t'as joué pour 95% des équipes de Serie A. J'exagère légèrement. Mais ouais, 2-1 pour Naples. La Juve n'est plus invincible. Il n'y a plus d'invincible en Serie A. Et ouais, ça c'est un gros enseignement quand même du week-end. Ils auraient été les invincibles peut-être les plus laids de l'histoire, des invincibles qui finissent 5e, 6e avec 23 matchs nuls. Mais là, ils le sont plus. Et Naples l'emporte, victoire très importante pour eux. Comme c'est une victoire hyper importante à Côme pour l'Atalanta, Côme, assez intéressant sur les dernières semaines. Et Nico Paz, quel joueur, quel petit joueur. Le Nico Paz de Cesc Fabregas, il ouvre le score sur cette frappe enroulée sublime. Bon, l'Atalanta est revenu dans le coup, doublé de Retegui. Ouais, c'est... Lui, on l'a pas mis 3e ou 4e de notre classement MIP pour rien. Quel 4e mois je l'ai mis. Quel joueur Retegui, c'est déjà ses 15e et 16e but de la saison en Serie A. C'est le meilleur buteur, le capocannonière pour l'instant. C'était une victoire très importante pour l'Atalanta qui était un petit peu à l'arrêt. Et moi, j'ai bien aimé dans ce match parce que je l'ai vu en direct. J'ai bien aimé voir le lac de Côme en arrière-plan. Magnifique, là on le voit, enfin, ouais, quel petit club très sympa. En plus, comme la météo a changé en seconde période, il y avait un petit côté apocalyptique. À un moment, il y avait un bateau du lac quoi, qu'on voyait ici, avec un temps gris, noir quasiment, genre comme ici. Ma copine elle me fait ouais, on dirait The Last of Us. Et je suis d'accord. Et la situation n'est pas du tout aussi grave pour Côme, qui est pas trop mal. J'ai un 13e, 14e de Première Ligue. Cesc Fabregas, discours assez inspirant à la fin, avec, ouais, on voit quelques visages qu'on reconnaît. Notamment, il est là, Maxence Cacré, là, dans le coin. Mais ouais, pas mal Côme. Et équipe à suivre, vraiment. Là, c'est Milan, je sais pas si c'est une équipe à suivre, mais en tout cas, c'était un des matchs les plus épiques du week-end. Milan s'est encore mis dans la difficulté contre Parme. Théo qui glisse comme ça, et après qui défend sans grande urgence. Milan prend le premier but. Mais le pire match, c'est pas celui de Théo Hernandez, c'est sans doute celui pourtant d'un mousquetaire et d'un Émile Lachenne, Zion Suzuki dans les buts de Parme. Un penalty donné comme ça à Pavlovic, à Milan, qui est transformé par Pulisic. Et même si Parme prend les devants à 10 minutes de la fin, cette passe-là de Moussa pour le navigateur TJ Reinders, magnifique, belle finition derrière. Et dans le temps additionnel, Pavlovic, qui a été vraiment peut-être l'homme du match, en tout cas impliqué dans beaucoup de combats, provoque le penalty, passe décisive ici. Gros match de Pavlovic. Et bah, petit chamboulement, petite confusion. Et Chukwueze en profite. Mais Suzuki est loin d'être irréprochable là-dessus. Donc incroyable dénouement à San Siro. Milan l'emporte. Pour autant, je ne sais pas si je suis particulièrement convaincu par cette équipe. Mais bon, ils sont là. Et ils seront là en Champions aussi. Ils seront à suivre. Milan l'emporte. Malgré tout ça, la Serie A, on sait que c'est un championnat qui se joue à 20. Et à la fin, c'est l'Inter qui claque un gros score à l'extérieur, qui gagne encore à l'extérieur. 7e match de Serie A d'affilée remporté à l'extérieur pour les hommes de Simone Inzaghi. Et le 7e sans encaisser de but. Ils sont parfaits à l'extérieur en ce moment. Marcus Thuram, encore un top travail là sur le 1-0, sa déviation pour Fratesi. Marcus Thuram, c'est le deuxième meilleur buteur de Serie A, juste derrière Retegui. Il est déjà à 13 pions et 7 passes D, 20 contributions décisives en 21 matchs de championnat. Qu'est-ce qu'il est fort, Marcus Thuram. Et ouais, Lautaro Martinez, il est de retour aussi. Il n'y a plus trop de questions là, je pense. Encore une frappe splendide sous la barre, comme le week-end dernier, mais cette fois pied gauche. Magnifique. Dumfries aussi, l'autre jour qu'on a mousquetarisé. Et tout en haut en plus. Et bah sur ce service, encore une fois, de Lautaro, petite talonnade splendide. Il résiste au retour de son vis-à-vis. Il est impossible à bousculer. Et il finit pied gauche. Il est inarrêtable, Dumfries, en ce moment. Il fait que marquer. Les 3 derniers matchs, il a marqué. Et l'Inter. Et oui, sans doute la meilleure équipe d'Italie. Mais il va y avoir un vrai mano à mano avec Naples maintenant. Si l'Inter remporte son match en retard, ils sont à égalité de points. 53-53. C'est très costaud. Comme on a dit, désormais une défaite pour la Juve, qui était la seule équipe invincible, qui n'est plus. Ça, c'est le classement. Naples 53, Inter 50 avec un match en moins. Atalanta 46, qui a un peu décroché, mais qui avait besoin de cette victoire, qui n'a plus gagné depuis un moment.
Lazio qui perd encore, la Juve qui fait un peu du surplace, la Fio qui se remet à gagner, mais la vraie bataille, c'est entre Naples et Inter. Et alors, week-end pro, parce que la Serie A est toujours magnifique, Derby della Madonnina, dimanche 18h. Le week-end prochain, il est totalement dingue d'ailleurs, je préviens, ça va être une folie. Voilà pour la Serie A, notamment de Denzel Dumfries. Et en Allemagne, l'autre jour on parlait du duel, This East ein Duel, je crois que c'était ça. Le Bayern se détache, ils avaient été battus par Feyenoord, ils voulaient rebondir, avec un Harry Kane de cette qualité, contrôle orienté en pivot magnifique pour se débarrasser de son vis-à-vis, et la finition, même si Atubolou n'est pas exemple de tout reproche, magnifique but de Kane, corner direct de Kimmich, là c'est même une vraie erreur d'Atubolou. Le Bayern l'a emporté contre Fribourg, ils ont un petit peu souffert sur la fin quand même, mais ils ont tenu, ils ont arraché 3 points cruciaux. René Maric, ça me fait plaisir de le revoir lui, il est dans le staff de Vincent Kompany, et donc c'est pas encore les hommes de René Maric, mais ouais, l'équipe de René Maric est tout en haut en Bundesliga, parce que dans l'autre gros match du week-end, même le gros match du week-end, Leverkusen a cédé du terrain contre Leipzig, le Leipzig de Xavi Simons, et notamment de Patrick Schick, le Leverkusen de Patrick Schick, qui a encore marqué un but. C'est sur ses 7 dernières titularisations en Bundesliga. J'ai l'impression ce tableau-là, cette image, toutes les semaines on la montre. Mais oui, à chaque fois, il continue de marquer. Et Patrick Schick, sur les 7 dernières titularisations de sa vie là, en Bundesliga, les 8 dernières, il est à 13 buts. 13 buts sur les 8 dernières titularisations, le monstre. Mais ce qui est intéressant dans ce but, c'est qu'on le voit à la réaction de Patrick Schick. Pour ceux qui ne voient pas, il est en train de faire un truc Zidane là, comme ça. Pour ceux qui, à sa réaction, ce qu'on lit, c'est que celui qui a fait tout le taf sur cette action, c'est pas Patrick Schick, c'est bien le prince de Pulheim, Florian Wirtz. 3 coups de sceptre du petit prince, majestueux, monstrueux. Sa frappe échoue sur le montant, elle est reprise par Patrick Schick, mais c'est un but splendide d'un Florian Wirtz qui est en immense forme. Ici, énorme arrêt de Petar Gulashi. Là, encore une récupération haute, et il transmet à Alexis Garcia, qui finit. Ouais, personne s'y trompe, à chaque fois ça devient célébré chez Wirtz. Ça faisait 2-0 pour Leverkusen, mais Leipzig à la maison est revenu. Un coup franc dévié de David Raum. Ça c'est pour 2-1. Florian Wirtz, le pauvre, a eu encore de belles occasions. Là il est lancé dans la profondeur, il résiste au retour, il finit après avoir mis la misère à son vis-à-vis. Ça touche le montant de Gulashi pour la 3e fois du match, 3 poteaux dans ce match. Et Leverkusen est un peu malheureux, 84e minute, encaisse le but de l'égalisation contre son camp sur ce coup franc excentré de Tapsoba. C'est une mauvaise opération pour eux, c'est une excellente par contre pour le Bayern. J'ai pas le classement, mais peut-être on peut le montrer ici en direct. La magie du direct. Leverkusen a désormais 6 points de retard sur le Bayern. Même nombre de matchs, 6 points de retard, une différence de but. Je veux dire, il n'y a aucune comparaison. Bayern, 58 buts marqués, la meilleure attaque de Bundesliga de très loin, la meilleure défense aussi, 16 buts encaissés. Ils roulent sur tout le monde en ce moment, et sauf Rotterdam, mais sauf le Feyenoord, même s'ils auraient dû, je pense. Ils ne méritaient pas de prendre 3-0 en tout cas. Mais ouais, 6 longueurs d'avance pour les hommes de Vincent Kompany. La Bundesliga, pensez pour eux cette saison. Et il s'est passé d'autres choses en Bundesliga aussi. Notamment encore une très très belle opération pour Mayence qui l'emporte 2-0 contre Stuttgart. Ça c'est un match que j'ai regardé pendant un bon petit moment. Juste Stuttgart, je les ai trouvés vraiment pas bons, mais je me disais avec PSG Stuttgart qui arrive, Stuttgart PSG, je vais regarder. Et puis le Mayence de Bo Henriksen aussi, qui est une équipe intéressante, qui continue de gagner et qui poursuit son ascension aussi. Ils sont désormais 6e dans les places européennes, 3 points de plus que Wolfsburg. Ils retrouvent le chemin de la gagne et ils reviennent à une petite longueur de Stuttgart, l'heure et demie du soir. De l'après-midi même c'était, avec un petit point en moins, et un point de moins que Leipzig aussi. Donc comme tout le monde a fait du surplace, l'Eintracht aussi, c'est 3 points qui font beaucoup de bien aux Mayence de Nadia Mameri, Bo Henriksen, Johnny Burkhardt et les autres. Et chez nous alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous en Ligue 1 ? Cette Ligue 1, cette fameuse Ligue 1 où malgré son nul assez surprenant, nul du Paris Saint-Germain, il y avait des choses intéressantes. Kfara, première titularisation, première passe décisive pour Ousmane Dembélé. Yevhen Diouf, dans les buts, a été très costaud. Et Keto Nakamura a égalisé son 8e but de la saison déjà.
Mais ouais, du coup, ça fait un Paris Saint-Germain qui concède le match nul contre un Reims qui avait une seule victoire sur ses 12 derniers matchs. Et malgré tout ça, malgré ce résultat décevant, eh ben, le PSG a accru son avance en tête du classement. Ils ont 10 points d'avance sur Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille a perdu. Brassier, malheureusement, a été catastrophique. Je devrais faire une bien meilleure saison que ça. Je pense que c'était une bonne recrue pour Marseille. Je crois qu'ils veulent déjà s'en débarrasser parce que triplement fautif sur cette ouverture du score d'Evan Guessant. Là, une deuxième fois ici, troisième fois là. Ouais, difficile pour lui. Et après, dans l'intervalle, Guessant, il a servi Mohamed Ali Cho, qui a fini devant Roli, 2-0 pour Nice dans ce match très important pour Nice. Et Marseille qui retombe. Le truc, c'est que c'est ça qui est un peu spécial avec cette Ligue 1, c'est je trouve ni Lille ni Lyon n'en profitent vraiment. Lille qui perd, Lyon qui fait un triste match nul contre Nantes, un partout. Par contre, belle opération, faut le dire, pour Monaco, avec un Akliouche qui a marqué juste le but du week-end. Je pouvais pas le mousquetariser, il méritait d'être cité dans cette vidéo. Mais retourné acrobatique, spectaculaire, pied gauche, absolument magique contre Rennes. Derrière la célébration, elle est pas mal non plus, en mode Samuel Eto'o. Et il a donné une passe décisive aussi à Kliouche pour Golovin au bout d'une belle percée. Donc ouais, juste un match totalement réussi, Monaco qui l'emporte. Et l'autre équipe dont il faut parler, c'est le Strasbourg de Rosenior, dont j'ai l'impression qu'on parle chaque week-end maintenant, qui vient de prendre donc 4 points contre l'OM et contre Lille. C'est pas mal du tout pour Strasbourg. Ils sont sur 8 matchs d'affilée sans défaite. André Santos, qui était félicité ici par Rosenior, sacrée frappe pour battre Lucas Chevalier. Et il faut mettre une belle reprise de volée. Et il y a Emmanuel Emega qui a encore planté. C'est son 5e but en 4 matchs, mine de rien, pour Emega. Franchement, il est chaud. 8 buts déjà en Ligue 1 pour Emega, que j'aime beaucoup, le néerlandais. Et voilà, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé. Sinon, on peut dire quoi? Rennes, c'est la catastrophe. Battu par Monaco, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont tout en bas, ils sont 16e. Ils sont barragistes. À l'inverse de Montpellier, qui est 2e victoire d'affilée là, contre Toulouse, remonte. Ils ont pris 6 points sur les 2 derniers matchs, c'est quasiment autant qu'ils avaient jusqu'alors. Ça leur fait beaucoup de bien. Mais voilà, sinon le classement, moi cette Ligue 1, je trouve que oui, il y a du talent, ça c'est sûr, c'est vraiment la Ligue des talents, juste pour ça, ça vaut le coup d'être suivi. Mais il y a peu d'équipes qui réussissent à vraiment enchaîner. Combien d'équipes ont 4 victoires sur leurs 5 derniers matchs? Il y a Brest qui est bien revenu, et il y a Strasbourg. Mais sinon, sur le top 10, sur tout le reste de la Ligue 1, il y a Paris, quoi. Sinon, Marseille, 2 victoires, 5 derniers matchs. Monaco, une seule victoire, 5 derniers matchs. Nice, la 3e, ok. Lille, une seule. Lyon, une seule. Lens, 2. Sur les cylindrés, en Europe, ça performe bien, mais en Ligue 1, ça ne nous donne pas un suspense extraordinaire pour, par exemple, le titre, où c'est déjà mort et où Paris, par contre, peut faire invincible. Eux, la meilleure attaque, la meilleure défense, ont toujours pas perdu de match en France. Voilà pour notre Ligue 1. Voilà pour Emmanuel Emega. Et bientôt, ça va être l'heure des soldes. Pas sur la chaîne, mais c'est Mercato hivernal dernière semaine. Et il y a beaucoup de mouvements de part et d'autre. Neymar qui va retourner à Santos, ça a quasiment été officialisé par Fabrizio Romano. Il y a Disasi qui devrait filer à Aston Villa. J'ai entendu parler de Victor Boniface à Al Nasser aussi. Il a perdu sa place avec Patrick Schick. Est-ce que il pourrait filer déjà en Arabie Saoudite? Peut-être un peu du gâchis, mais ok. Et sinon, j'ai vu un truc quand même. Danilo à la Juve, c'est fini. C'était capitaine quand même. Il y avait un moment dans une Juve difficile, c'était un des meilleurs joueurs. Cette saison, c'était compliqué. Et donc, il va filer à Flamengo. Le Flamengo de... Comment on en a parlé l'autre jour parmi les entraîneurs à suivre. Le Flamengo de Filipe Luis, qui est vraiment intéressant. Donc je vais pas dire à suivre, on ne suit pas vraiment le championnat brésilien. Mais ouais, la fin de l'histoire de Danilo en Europe, en tout cas du côté de Turin. J'ai vu Saïd Benrahma aussi, l'OL qui continue de vendre, devrait filer à Neom en Arabie Saoudite. On a Evan Ferguson sur le départ, au moins en prêt, et peut-être l'OM dessus. L'OM de De Zerbi qui le connaît bien. Très intéressant ce dossier. À une époque, Ferguson, c'était un des jeunes les mieux cotés. C'est une saison un peu difficile. Tellement de qualité aussi sur les postes offensifs à Brighton. Entre Rutter, Mitoma, Minte, João Pedro, Welbeck qui plante. Beaucoup de qualité. Enciso, etc. Donc pas facile pour lui de se faire une place après une grosse blessure aussi. Mais à suivre Evan Ferguson s'il va effectivement à Marseille, moi ça m'intéresserait bien en Ligue 1 pour remplacer Wai. Renato Vega, ok, ça c'est à la Juve, ça c'est fait. Et Almiron qui devrait retourner à Atlanta.
ce qui est un peu romantique, un peu sympa. Pour un joueur qui va en MLS, il retourne dans un championnat qu'il a vraiment marqué de son empreinte. Ça, c'est assez beau. Enfin, cette semaine, il y a 3 choses. Ligue des Champions, le grand dénouement, 18 matchs en simultané mercredi. Ça va être bien sûr l'énorme focus de la chaîne. Vous aurez des vidéos tous les jours pour parler de ça. Un week-end de fou furieux ensuite. J'ai commencé à le mentionner, mais samedi, comme j'ai dit, Bournemouth-Liverpool, c'est un très très gros match. Mais dimanche, les gars, vous êtes prêts ou pas? On a Arsenal-City à 17h30. On a Milan-Inter à 18h. Même Roma-Naples, c'est pas mal, 20h45. Mais bien sûr, 20h45, moi je serais devant OM-OL. Rennes-Strasbourg, entre deux équipes au destin totalement inverse. Strasbourg qui peut continuer d'enfoncer Rennes et poursuivre sa belle série, c'est pas mal. Il y a un derby basque aussi, Osasuna Real Sociedad. Il y a le Barça à 14h, même la Juve à 12h30, c'est des matchs un peu plus tôt. Je crois qu'on va passer un dimanche devant la télé. Et ouais, en tout cas ça pour le Big Five, mais juste si vous devez retenir 4 trucs, je pense Bournemouth-Liverpool, Arsenal-City, Derby della Madonnina et l'Olympico. pas mal pour un week-end. Et enfin, dernière semaine du mercato hivernal aussi, ce qui est aussi un moment très important. Ça finira lundi à minuit et on fera le récap de ça mardi, donc prochain. Énorme semaine. Voilà, c'était le récap. C'est pas tout à fait fini. Pascal est mousquetaire. Et mon premier mousquetaire, il a marqué un doublé ce week-end en Serie A. 3, 2, 1. C'est Che Adams du Torino. Ça m'a bien intéressé ce doublé parce que je l'ai vu, c'était vendredi soir. Et du coup, je l'ai pas vu en direct, mais j'ai regardé le résumé avant de me coucher. Che Adams, doublé. Sur cette frappe en pivot, barre rentrante contre Cagliari. Mais le truc, c'est que j'ai un peu tiqué sur une chose sur le résumé. C'est que j'ai rarement vu une aussi mauvaise relation entre deux joueurs offensifs. J'ai l'impression que Che Adams n'est pas particulièrement kiffé. Et Caramo, qui a aussi un petit caractère, je crois, j'ai pas l'impression que ça matche beaucoup entre les deux. Je peux me tromper, peut-être je lis trop dans tout ce que j'ai vu, qui était simplement un résumé de 4 minutes à la fin. Mais par exemple, sur cette frappe-là, il se plaint de ne pas être servi, alors que honnêtement, il n'y avait pas de quoi être servi. Ça, pour moi, c'est déjà mauvais signe. Souvent, on voit les avançants de faire ça, mais c'est pas le genre de truc qui va te faire adorer tes coéquipiers. Tu te plains beaucoup, alors que franchement, il n'y avait rien. Caramo, de son côté, il a fait un gros match avec beaucoup d'occasions, mais il a rarement été en réussite. Donc déjà, la tension, elle commençait à monter un petit peu de son côté. Et par exemple, là, 61e minute, il fait très très bel enchaînement. Il finit. Honnêtement, là, il peut servir Che Adams. Je pense oui. Et il a raison de beaucoup demander. Sa frappe heurte la barre, mais c'était une très belle action de Carmo. Et Che Adams, en renard, il en profite. En plus, sa frappe est un peu déviée, un peu moche. Doublé pour lui. Ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, Caramo, il célèbre pas. Si vous voyez l'action en direct, il est dégoûté. Genre, il fait c'est pas possible. Genre, en mode, moi j'ai raté mon gros geste et en plus, Adams a marqué. Genre, le gars que je peux pas me voir, je peux pas me voir en peinture. Ils vont célébrer, enfin, lui il va célébrer Che Adams, pas du tout dans la même direction que Caramo qui a fait vraiment tout le travail sur l'action. Et je sais pas, tu peux peut-être aller le consoler un petit peu. C'était marrant, peut-être j'analyse un petit peu trop. Mais parfois, ouais, tu vois des petits trucs comme ça et j'ai pas l'impression que l'alchimie elle passe de malade. En tout cas, voilà, Che Adams, un doublé pour lui. Et il sera mon premier mousquetaire. C'est peut-être la seule fois de la saison qu'on parlera de Che Adams, que j'avais dans ma carrière football manager à une époque. À l'époque, quand je jouais avec Norwich, quand ils allaient monter en première ligue, je l'avais pris et il devait être... Où est-ce qu'il jouait à l'époque? Southampton, peut-être. Voilà pour Che Adams. Mon deuxième, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un autre Tchèque. C'est Adam Lojek. Gros match ce week-end en Bundesliga entre l'Eintracht et Hoffenheim. Ekitike a planté un doublé, un penalty et un tap-in. Mais l'homme du match pour moi, c'était Adam Lojek. Passeur décisif, là, sur cette très belle incursion et petite semelle. Et après, le ballon dans le but vide pour Gift Orban. Gift Orban, ouais, 3 minutes avec Hoffenheim. Ouais, il s'y trompe pas, il pointe tout de suite Lojek. C'est lui qui a fait le taf, ok. Et ensuite, dans le temps additionnel, Francfort est devant. Hoffenheim réplique, 95e devant leur public, le petit ballon par-dessus de Kramaric, Andrej Kramaric, et la finition splendide, reprise de volée d'Adam Lojek. Ça fera donc un but et une passe D pour lui. Kramaric, il s'était vachement énervé l'autre jour. J'avais vu Hoffenheim était vraiment dans le dur, perdait beaucoup, il était furieux. C'est la légende d'Hoffenheim, hein, Kramaric. Elle est belle cette histoire, elle mérite une vidéo.
mais sa célébration, elle dit tout. Quand je vois l'égalisation d'Offenheim d'Adam Lojek, bon voilà, là c'est pas chez Adam Scaramo. Kramaric, il exulte, genou à terre, les mains levées vers le ciel. Offenheim est revenu dans ce match, prend le point du match nul. Et ouais, Adam Lojek, comme on a dit, 1 but, 1 passe D. Sur les 2 derniers matchs, c'est 3 buts, 1 passe. Contre Kiel aussi, il avait été hyper important. Et ça fait 2 résultats positifs consécutifs pour Offenheim. Ça leur fait beaucoup de bien, on va le voir au classement. Et on va le voir parce que j'ai encore pris un gars de Bundesliga pour mettre tout en haut de mes mousquetaires un peu hipster. On reste en Allemagne, on est dans le derby hipster total qui était ce week-end Sankt Pauli contre Union. Et j'ai choisi de Sankt Pauli, Morgan Guilavogui. Alors pour Morgan Guilavogui, victoire 3-2 de Sankt Pauli, c'est un doublé pour lui. Cette frappe sous la barre à la 31e minute. Il finit en 1 contre 1 là, à la 51e. Et il y a cette petite talonnade, c'est même 3-0 pour Sankt Pauli. Il y a cette petite talonnade magnifique, passe décisive là, pour le 3e but du match. Ah, mine de rien, Morgan Guilavogui, il est sur quoi 5 buts sur ses 7 derniers matchs, plus une petite passe décisive en plus pour lui, le prêté du RC Lens. Mais ouais, juste très gros match de sa part. On va pas beaucoup parler de Morgan Guilavogui sinon cette saison, je pense. Mais ouais, ça nous permet de montrer un petit peu la bataille pour le maintien en Allemagne. Sankt Pauli, là, qui a pris 9 points sur 15 possibles sur les 5 derniers matchs. Ils remontent bien, Ils sont à 20 points, ils sont 13e. Et Offenheim aussi est sorti de la zone rouge. C'est 2 équipes qui ont fait des opérations sympas. Et Sankt Pauli, c'était très important en plus contre Union, qui est à même nombre de points qu'eux maintenant. Donc voilà, mes mousquetaires, Che Adams, Adam Lojek et Morgan Guilavogui. Les surnoms, pour l'instant, on en a beaucoup. On avait Joao Neves. J'aime beaucoup le poulpe pour Neves, donc j'ai gardé le poulpe, mais j'ai ajouté, suggestion de votre part dans les commentaires, le poulpe de Tavira, sa ville natale. Le poulpe pour ses petites tentacules, c'est une mini pieuvre. Il met sa patte sur le jeu, mais en étant un petit gabarit comme ça. Je sais pas, contre City, pour moi, c'était le poulpe, clairement. Et désormais, c'est le poulpe de Tavira. J'ai bien aimé le chérubin aussi que vous avez proposé en commentaire. Ah, il y a Joao Neves, la classique, mais nous, on cherche à faire nos propres surnoms, donc ce sera le poulpe. Peut-être parfois le poulpe de Tavira pour Neves. Et maintenant, donnez-moi Kylian Mbappé. On l'a pas encore fait, 15e place. Il était temps que Mbappé arrive après un triplé en Liga. Ouais, Kix, c'est quoi son surnom? Il en a 5, 6 déjà. Mais nous, on lui donne quoi d'un petit peu spécial? Un petit peu iconique. Dites-moi tout ça en commentaire. On a fait 53 minutes de récap du week-end. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, 2 choses. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu. Je demande rarement, mais en vrai, ça fait toujours plaisir. Et deuxième chose, c'est juste rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, parce que ça continue. Et demain, c'est les pronos Champions League de cette 8e journée dantesque. Passez une excellente semaine, les potes. Merci d'avoir été là encore. Et on se dit à demain. Bisous.